Ok, super. Bah, écoutez, je vais faire une présentation quand même. Ça va, ça va, ça va. Une présentation, Ok. mais je vais le faire sans le casque. Bienvenue, Kyle. Hello. Merci d'être venu aujourd'hui. Tu seras le premier véritable podcast en format podcast, vraiment dans un studio, tu vois, dans lequel on pourra vraiment s'exprimer par rapport à tes activités. Let's go. Mon rôle est toujours le même, hein, donc l'objectif est bien évidemment de faire la promotion des entrepreneurs afro et de leurs activités, parce que c'est un sujet qui me touche vraiment et j'ai vraiment besoin que les jeunes d'aujourd'hui aient plus de rôle modèle. Donc voilà pourquoi je me permets de faire ce podcast. Alors dis-moi Kyle, ça fait quand même plus de 7 ans qu'on se connaît. Mhm. On s'est connus dans un domaine aussi économique, hein, à l'époque. C'était au niveau de la formation de trading Yes. et tout ce qui était marketing multilevel, Yes, yes, recrutement, marketing. yes, Et aujourd'hui, en fait, tu es cofondateur de Kyle Invest yes. avec un partenaire à toi. Mhm. Et voilà, donc parle-nous un peu de comment ça a commencé. D'où vient Kyle Wow. Invest? Quelle est l'inspiration qui vient en fait de ce projet? Bah, comme tu le rappelles bien, on se connaît depuis quasi 8 ans là maintenant. En 2017 a commencé mon intérêt pour les marchés financiers, donc le trading, l'investissement. Et c'était très simple, c'est une simple histoire. C'est à la base, je devais finir anesthésiste. Et Waouh! sur le banc de l'école, à l'amphithéâtre, à l'université, je réalise que je regarde autour de moi. Je vois littéralement 800 personnes autour de moi et je me dis waouh. La première année, hein. Ouais, Ouais, je il y en me a dis mais toujours c'est trop. dingue. Ouais. Et vraiment dans mon cœur, je me dis mais qu'est-ce que je fais ici? Hmm. C'était fou parce que en vrai, je pensais devenir anesthésiste parce que j'aimais les sciences. J'ai toujours eu, on va dire, cette curiosité à comprendre, on va dire, le début des choses. Ok. Par où est-ce que ça a commencé? Et j'ai exprimé cela à travers du coup, les sciences. J'ai persévéré dedans. J'ai eu un bon parcours à l'école à ce niveau-là. Donc pour moi, ça faisait sens simplement de continuer ça au niveau universitaire. Anesthésiste parce que j'ai la grâce qu'à travers l'école, en gros, on nous poussait déjà à savoir ce qu'on voulait faire. Et moi, ça a été très simple, hein. J'ai été sur Internet, j'ai tapé quel était le métier qui payait le plus au monde. Et Wow. je suis tombé sur anesthésiste et j'ai dit, OK, je vais faire ça. Let's go. Et ça a vraiment dirigé mes études en secondaire. Et arrivé du coup sur le banc de l'école à l'université, Hmm. je me dis, mais Kyle, qu'est-ce que tu fais là? Vraiment, tout est là, hein. Je suis là, let's go, on va à l'université. Mais je me dis vraiment, qu'est-ce que je fais là? Et là, vraiment, j'ai à cœur de me dire, mais tu vas vraiment faire, parce que j'ai 6 ans, plus 6 ans, quasi 12 ans de ta vie euh, comme métier pour devenir anesthésiste. Et je me suis dit, en vrai, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et là, vraiment, je sais pas, c'est une idée qui me vient en tête et qui me dit, mais pourquoi? Genre, quelle est la raison pour laquelle est-ce que tu veux faire ça? Et là, je me rappelle le processus de moi en troisième secondaire en train de taper sur Google quel était le métier qui payait le plus au monde. Et moi qui me vois tomber sur anesthésiste. Et je me dis, tu fais tout ça pour l'argent. Et là, je me suis dit, si c'est vraiment l'argent qui t'intéresse, n'y a-t-il pas un autre moyen qui te permettrait d'atteindre ces mêmes objectifs sans spécialement pas en utilisant 12 ans de ta vie? Et là, je me suis dit, bon, ok. Donc ça me trotte, ça me reste à la tête. Et dans cette même période, en gros, j'ai un ami à moi qui vient me contacter et qui me demande si je connais le trading. Et j'avais déjà vu vite fait le trading à l'époque, mais via un ami à moi, via les réseaux sociaux qui habite en Angleterre et qui en avait fait son métier. Et lors d'un post, comme ça, randomly, il propose en story qui veut apprendre ce que je fais. Et c'était quelque chose qui m'intriguait et que je trouvais ça bien. Je comprenais rien, hein. Je voyais juste des chiffres et des graphiques, mais je comprenais qu'il faisait des sous. Et quand il a proposé à prendre des personnes en accompagnement, j'ai demandé à être accompagné. Et il m'avait proposé 1000 pounds à l'époque. Et moi, je travaillais chez Deleuze à l'époque, job étudiant. Je me suis dit, vas-y, 1000 pounds, c'est environ 1200 euros, un truc comme ça. Je me suis dit, j'économise peut-être 2-3 mois de job étudiant et let's go. Et dans ce processus d'économie pour cette formation, mon ami me propose du coup d'avoir accès à ces informations qui étaient apprendre à trader, mais pour la maudite somme de 250 euros. Et à l'époque, je n'avais pas encore ce mindset de comprendre que quand il y a quelqu'un qui te propose quelque chose à 1000 et quelques et tu as quelqu'un qui te le propose à 250 euros, c'est qu'il y a une raison. Mais je me suis dit, tu sais quoi, dans ce premier cas-là, j'ai mes amis autour de moi, je suis entouré. Dans l'autre cas, je suis un peu seul. En plus, c'était en anglais, donc je devais relire 2 fois la même chose. Euh, ça a été
simple, j'ai regardé mon compte en banque, s'il y avait dessus, je me suis dit, vas-y, je prends cette formation-là. Et j'ai progressé dans ce domaine-là. Ce n'était pas le bon véhicule, mais c'était la bonne direction. Parce que comme tu l'as expliqué, il y avait un système de marketing multilevel à l'intérieur. Et je n'étais pas conscient, même si c'était quand même quelque chose qui permettait de faire de l'argent. Ce n'était pas ça le but. Je n'étais pas là pour devenir marketeur. Je n'étais pas là pour vendre, ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait vraiment, c'est d'apprendre ce métier qui était vraiment d'être trader. Et je me disais, bah, c'est bien, quand tu es à l'école, tu es premier de la classe, tu as les meilleures notes. Et si tu es le meilleur docteur, bah, généralement, tu as un salaire qui s'aligne à ça. Donc, je me suis dit, bah, quitte à être le premier de la classe dans quelque chose, autant être le premier dans le trading, du coup. Et j'en ai fait vraiment ma mission. Donc, je me suis vraiment focalisé sur ça, sur ça, sur ça. Et quand j'ai réalisé que mes valeurs ne correspondaient pas à cette entreprise-là, bah, j'ai tout simplement plus été sur cette plateforme. J'ai juste arrêté à ce niveau-là. Mais ce qui était bien, c'est que certes, c'était pas le bon véhicule, mais ça m'avait donné un peu de base afin de comprendre sur où est-ce que mon intérêt devait se porter si je devais aller chercher les informations moi-même. Ouais. Et aussi l'anglais. Donc c'était quelque chose que je n'avais pas au début. Bah, cette entreprise m'a permis vraiment de peaufiner mon anglais, d'améliorer. Now you speak English? I do. Oh, right now I do. Mais avant, pas du tout, tu vois. Et bah, tu sais, tu avais des mentors. Enfin bref, vraiment, ça m'a permis de travailler mon anglais. Et bah, du coup, sur YouTube, qui est une plateforme avec énormément d'informations, là où en tant que francophone j'aurais pu me perdre facilement, bah, je savais là où chercher. Et c'était très simple, mon but n'était pas de chercher comment trader, c'était pas ce que j'allais taper, stratégie trading, c'est pas ce que j'allais taper. Ce qui m'intéressait, c'est vraiment de comprendre comment créer mon edge. Un edge, c'est un avantage sur les marchés financiers. Comment est-ce que je pouvais vraiment trouver ce edge-là et comment travailler afin de le découvrir et pouvoir l'utiliser pour mes investissements. Et très simplement, j'ai persévéré de mon côté. Là, il faut dire que mon groupe d'amis avec qui on a commencé, on s'était séparés. J'en ai le cofondateur de Kyle Invest, lui est parti dans une autre école. Moi, j'ai été me former autre part. Et il a été chez BitTrader. D'ailleurs, je pense que d'autres personnes qui nous écoutent connaissent peut-être cette académie. Ouais. Elle était réputée à l'époque en disant que pour 8 semaines de formation, il fallait payer 9 900 €. Wow. Lui avait pris un cursus qui coûtait environ 15 000 € et il te promettait en gros un diplôme à la fin, okay. Et qui était équivalent de quelques années dans l'économie quand même. Bref, donc lui a vraiment s'était focalisé sur tout ce qui était géopolitique, analyse fondamentale, donc comprendre en gros les liens entre les pays afin de déterminer quelles sont les forces et les faiblesses du coup des pays dans lesquels tu as investi, donc les devises. Et moi, je m'étais vraiment focalisé sur l'analyse technique, donc vraiment comprendre là où l'offre et la demande se rencontrent sur les graphiques. Et au début, on a fait ça de manière séparée. Puis à un moment donné, on a réalisé en fait que c'était quelque chose qui était important de faire en groupe. Parce que seul, face à un monde avec autant d'informations, là où l'information est vraiment ce qui te met à part, avoir un cerveau seul, c'est pas pertinent. Donc on s'est rassemblés, on s'est dit, tu sais quoi, quelles sont nos forces? Et lui était excellent dans le domaine géopo, donc fondamental. Moi, j'étais très bon dans tout ce qui était analyse technique. Et on avait d'autres amis à nous. Et on avait fait du coup un cerveau commun. Et on a travaillé ensemble, vraiment à peaufiner notre propre stratégie. Et ce que j'ai aimé avec le processus, c'est que au fur et à mesure d'avoir raté, en fait, on était fatigué de rater. Je pense même que je connaissais toutes les manières de rater dans ce domaine-là. Ouais. Et quand tu dis rater, qu'est-ce on parle de rentabilité, on va dire ça comme ça. Comment dire, donc le profit et les pertes. Oui, ça veut dire ça. Exactement, il y avait beaucoup plus de pertes que de gains. Okay. Et en fait, on était fatigué de cette réalité, surtout qu'on savait que c'était possible. C'est juste qu'on ne comprenait pas comment le faire. Comment le faire, en fait. Exactement. Comment maintenir la rentabilité. Exactement. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est très simple. Là, je fast-forward un peu vers l'avant. On s'est rassemblés du coup à nos bureaux. Moi, j'ai pris mes bureaux du coup pour avoir vraiment une zone de travail. Et on se voyait une fois par semaine. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on listait tous les problèmes qu'on avait eus cette semaine-là. Et on en faisait un focus pour la semaine qui allait arriver. Un bilan comme ça. Exactement. Okay. Donc, on avait en face de nous tous les problèmes par lesquels on était passé durant la semaine et tous les problèmes qu'on voulait éliminer. Et on en faisait un focus durant la semaine. Ouais. Et afin que la semaine prochaine, donc le dimanche d'après, quand on se voit, on puisse se dire, voilà, ce problème est éliminé, ce problème est éliminé, ce problème est éliminé. Et en fait, de semaine après semaine, on avait de moins en moins de problèmes dans notre liste. Et ça nous a permis en fait d'avoir une rentabilité qui était littéralement exponentielle. Parce qu'on savait ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Et on éliminait ce qui ne fonctionnait pas tout simplement. Et ce travail-là, en cohésion, par la grâce de Dieu encore une fois, nous a permis en fait d'atteindre ce seuil de rentabilité.
Il y a une chose dont je n'ai pas mentionné, c'est que dans ce parcours-là, donc au niveau du trading, j'avais réalisé aussi que, tu sais, quand j'avais quoi 2019, peut-être 22, 23, enfin un peu plus tard, 22, 23 ans, c'est qu'il était temps que je quitte le nid familial et qu'il me fallait du coup un appartement. Sauf que à l'époque, les appartements, il fallait des fiches de paye. Ouais. Et j'avais pas de fiches de paye. Et je m'étais dit, bon, bah, avec le trading, je vais me payer. Sauf que du coup, j'ai réalisé qu'en Belgique, déjà, tu payes des impôts sur tes gains perçus par rapport au trading. Et en plus de ça, te payer, donc tu as une double imposition. On était facilement à du 60%. Et je me suis dit, mais ça veut dire que je fais 10 000, il n'y a que 4 000 qui rentrent dans ma poche. Bizarre. Donc, si les calculs sont bons. Mais donc, je me suis dit, non, ça ne m'intéresse pas. Et je me suis dit, il faut que je trouve un autre moyen. Et là, en fait, mon orgueil du début, où je me suis dit, non, parce qu'à l'époque, je n'avais pas spécialement besoin de travailler. Je me suis dit, non, moi, je ne peux pas travailler. Mais en fait, j'ai dû mettre cet orgueil de côté et me dire, en fait, accepte. Go 9 to 5. Et j'ai travaillé. Du coup, j'ai eu mon CDI. J'ai été chercher mes fiches de paye. Et ça m'a permis, en gros, d'avoir un avantage très intéressant de la part de mon employeur, qui était de prendre 10% de mon salaire brut et de l'investir dans des actions. Ok. Et c'était très intéressant parce que j'ai demandé à mes collègues, j'avais encore 30 jours pour réfléchir. Et quand j'ai parlé à mes collègues, je pense sur une vingtaine, il y a littéralement, on va dire 18 qui m'ont dit non, moi je fais pas, ça m'intéresse pas. Tu sais, la bourse, ça monte, ça descend. Beaucoup de noms. Beaucoup de noms. Il y a Donc vraiment. on ressent en fait parmi les gens lambda Mhm. ce refus du risque. Mhm, mhm, mhm. Enfin, ils veulent pas. Ils Non, n'aiment pas tout ce qui fluctue. Ils Bah, veulent de la stabilité, de la sécurité, de la garantie. exactement. Et ils se disent, ouais, non, moi je préfère gérer mon argent moi-même. Et en vrai, la bourse, le capitalisme, tu sais. J'ai dit, ok, pas de souci. Mais il n'y en avait que deux qui m'ont dit, Kyle, si tu fais ça, fais-le. Vraiment, fais-le. Et il s'appelle Jonathan. C'était vraiment, je l'appelle mon yaya, hein, un grand de cette entreprise-là. Et il m'a dit, c'est la première fois de ma vie où j'ai pu mettre 10 000 euros de côté. Et je me suis dit, oh. Il me dit, ouais, fais-le, fais-le. Et je me suis dit, c'est mon premier salaire pour de vrai. Avant ça, j'avais jamais travaillé vraiment, genre en CDI, 9 to 5, j'avais pas fait ça. Donc, j'étais pas conscient de clairement quelles étaient les charges. Donc, en vrai, si j'ai 10% en moins de mon salaire brut, qui était environ 300 euros en moins de mon salaire, du coup, est-ce que je vais mourir? Non, je vais m'adapter, tout simplement. Et j'ai accepté. Il m'a dit, on avait le choix entre mettre entre 1% et 10%. Je pouvais mettre 5. J'ai dit, mettez 10%. Ils ont mis les 10% et ouais, du jour au lendemain, en fait, j'avais 300 euros en moins que mes collègues. Et c'était dingue parce que j'ai été engagé dans cette entreprise en 2019, décembre. Et aux alentours de, je crois, 4 mois après, le Covid arrive en fait. Et je me dis, oui, qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce qu'on reste ouvert? Est-ce qu'on va me virer? C'est comment? Là, je commence à comprendre les incertitudes des gens qui travaillent pour quelqu'un. Je me dis, comment ça se passe? J'entends des personnes qui se font virer, j'entends des personnes qui finissent au chômage. Ouais, parfois, il y a de la restructuration. Exactement, je me dis, oui, J'ai vu bizarre. ça aussi. Ah ouais, je me suis C'est dit, vraiment chaud. je me suis dit, bah, super Seigneur, là je suis là, je veux me mettre humblement, je vais dans le 9 to 5, au final je dure 3 mois dans le 9 to 5, c'est quoi le truc? Et gloire à Dieu, en fait, j'ai été assez béni de ce côté-là parce que cette entreprise est restée ouverte et on a continué d'être payé. Et ce que j'ai vu, c'est que, en gros, l'action que j'ai achetée, c'est une action Apple. Elle valait, je pense, à l'époque, aux alentours de 200 $, un truc comme ça. Donc, ça veut dire que par mois, j'avais calculé que j'aurais pu, enfin, par an, j'allais calculer que j'aurais pu avoir 12 actions Apple. Et je me suis dit, OK, 12 actions Apple, c'est bon, c'est cool, c'est un bon petit montant. Et ça me permet de mettre mon argent quelque part. Et ce qui s'est passé, c'était très intéressant. C'est que là où je suis trader, un trader, normalement, c'est un spéculateur. Donc, ça veut dire que quand il achète, il veut voir le cours de ce qu'il achète augmenter. Là, j'étais dans un autre mindset. Là, ça veut dire qu'en fait, 300 euros, quand le prix de l'action Apple a commencé à augmenter, en fait, je me trouvais mal parce que je ne pouvais plus acheter une action. Je devais attendre peut-être 2 mois pour en acheter une. Et c'était un peu chaud parce que je me suis dit, bon, bah, peut-être que j'aurais pas 12 actions, j'en aurais 6. Et je me dis, bon, c'est pas grave. Et au fur et à mesure, ça a monté à 400 $, un truc comme ça. Et je dis, mince, là, j'ai intérêt à ce que ça baisse parce qu'au plus ça baisse, au plus je peux en acheter en fait. Et là, j'ai vraiment eu, on va dire, un mindset totalement différent par rapport à ça. Et je me suis dit, OK, j'ai regardé les marchés financiers, pour moi, ça allait baisser. Ça allait baisser à un moment donné, ça a baissé.
Et il y a quelque chose d'extraordinaire que je ne connaissais pas qui s'est passé, c'est un split. Le split, c'est quoi? C'est l'entreprise, en gros, dans laquelle tu as investi, qui permet de rendre l'action un peu plus disponible. Donc, ça veut dire qu'imaginons l'action était montée à 400 $. Ils l'ont divisé par 4. Donc, ça veut dire que la valeur, enfin l'argent, pas la valeur, donc le prix de l'action était passé de 400 $ à 100 $ pour stimuler les personnes à investir. Parce que ces entreprises, elles peuvent passer à la banque pour tu sais, souscrire un crédit afin de développer, ou en fait, elles le font via la bourse. C'est l'argent de la bourse qu'ils utilisent pour développer leur ambition, etc., etc. Je t'interromps pas. Dis-moi. En fait, je me suis mis à la place de l'auditeur et je me suis dit, mais en fait, là, tu rentres directement dans le vif du sujet. Ouais. C'est très technique. Mais je vais te laisser continuer. Ok. J'aimerais juste que tu fasses une petite aparté, une petite parenthèse en mode pourquoi il est important de connaître les termes que tu donnes là maintenant. Pourquoi c'est important de savoir comment ça fonctionne. Ah, ok. Faut savoir que moi, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Donc, ça veut dire que je l'ai appris sur le tas. Ouais. Mais donc, ce split-là, je ne savais pas ce que c'était. J'ai juste découvert du jour au lendemain que peut-être les 3, 4, voire 5 actions que j'avais pu accumuler les mois qui s'étaient écoulés, en fait, ça a fait un x4. Je vais recommencer. Dis-moi. En fait, pourquoi il est important de s'y connaître dans tout ce qui est marché financier en général. En général. Ouais, parce que là, tu étais vraiment précis sur un J'avoue, pas de souci. Pour l'auditeur moyen. Pas de souci. Je vais te trouver une autre anecdote alors. Donc moi, je travaille pour cette entreprise. J'ai mon esprit de trader, mais je suis dans le 9 to 5. J'entends plein de mes collègues qui se plaignent et qui se disent je veux quitter l'entreprise. J'en ai marre. Je suis pas assez payé. Okay. Tu sais, les collègues de base. On n'est pas assez bien payé. Nanana. Ok, moi je vais aller voir autre part s'ils me payent pas. Nanana. Je dis ok, d'accord, pas de souci. Et je dis à mon collègue, tu sais que c'est pas du tout le bon moment pour toi de quitter ton emploi. Il me dit pourquoi? Parce que tu sais, on en voit plein, ils quittent, bonus à l'emploi, etc., etc. Je dis ok, pas de souci. J'ai dit, ça fait combien d'années que tu travailles pour l'entreprise? Il me dit, ça fait 4 ans. Je dis, ne quitte pas. Il me dit, pourquoi? En fait, j'avais des informations qu'eux n'avaient pas. L'information que j'avais, c'est que les taux d'intérêt venaient de drastiquement augmenter. Okay. Et ça, en tant que trader, ça m'a donné un avantage incroyable parce que du coup, en fait, moi aussi qui voulais quitter l'entreprise, j'ai réalisé qu'il ne fallait pas. Parce que quand les taux d'intérêt augmentent, c'est très simple. On dit souvent que emprunter de l'argent coûte de l'argent. Ouais. Et quand les taux d'intérêt augmentent, ça veut juste dire qu'emprunter de l'argent coûte beaucoup d'argent. Beaucoup plus, ouais. Et la question, c'est de se poser, c'est à qui profite cette disponibilité de l'argent à travers du coup, le crédit, donc emprunter de l'argent. C'est à ces entreprises-là, imaginons technologiques, Starbucks, toutes ces entreprises où tu entends souvent « Oh, ils ont ouvert un nouveau magasin, ils ont ouvert un nouveau magasin, ils ont ouvert un nouveau magasin ». Tous ces magasins qui sont accumulés, il faut passer par un crédit. Si emprunter de l'argent coûte beaucoup plus d'argent, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se retrouver dans une situation où rembourser ce prêt-là vont leur coûter beaucoup plus que d'habitude. Ou même, ils ne seront pas dans la capacité ou dans la volonté d'ouvrir de nouveaux magasins. Donc, ils se retrouvent dans cette situation où ça va leur coûter beaucoup plus cher, du coup, de grandir. Quand tu te retrouves dans une situation où ça te coûte aussi cher de grandir, quelle est la première chose que tu vas commencer à vouloir réduire? Tu vas vouloir réduire les frais, réduire les coûts. Donc, la première chose que tu vas faire en tant qu'entreprise, c'est pas renouveler de CDD en CDI ou même mettre dehors du coup les personnes. Du personnel. Ouais. Du personnel. Ouais. Et littéralement, moi, c'est ce que je pensais que ça allait devenir. Et littéralement, quelques mois après, c'est ce qui s'est passé. Tu voyais les news, tu voyais Amazon layoff, Tesla layoff. Tu voyais toutes ces entreprises, on va dire, à tech, qui sont des entreprises qui sont super croissantes dans des moments d'expansion, qui en fait, du jour au lendemain, à cause... licencient un maximum exactement. de personnel. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, voilà. Si tu quittes là maintenant, tu verras que tu ne pourras pas... Donc là, on est encore fin 2019, début 2020 ? On est en plein dans le 2020. Donc plein dans le Covid. On n'a même pas encore fermé là, pour te dire. On n'a pas encore fermé à ce moment-là. Donc on est vers mars, avril alors ? Ouais, même un peu avant. Un peu avant. Est-ce que le Covid est déjà dans le monde ? Il est dans le monde, mais il n'est pas encore en Belgique concrètement. Ah, okay, on n'est pas encore en lockdown en fait. Ok, super. Et ils ont prévu à l'avance déjà comment... excuse-moi. Permets-moi de répéter. Non. Là, c'est après le Covid. Après le Covid. C'est le Covid. Okay, donc ça, on est revenu du coup du confinement. Ouais. On retravaille. 2021, fin exactement. 2022. Ouais. On retravaille et on est en plein dedans. Et là, je vous explique, les gars, c'est pas du tout le moment pour vous quitter votre emploi parce que vous n'allez pas savoir trouver de l'emploi. Même, tu vas aller trouver un nouveau travail où travailler. Tu vas trouver une nouvelle entreprise où travailler. Tu seras la première personne qui vont virer directement.
Et ils m'ont dit, ah ouais, non, je sais pas et tout. Il y en avait un de mes collègues, hein, il était parti pour travailler pour Tesla. Mhm. Il a fait 3 mois. Hein. On l'a viré. La raison? Budget. Le motif du licenciement, c'était le budget? Budget. Carrément. Son CDD, à la base, il savait qu'il allait avoir un CDI. Hein. Ouais. Son CDD n'a pas été renouvelé. N'a Non, pas été manque de renouvelé. budget. Et nous-mêmes, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, on était réputés pour toujours mettre ces CDD en CDI. Mais comment tu peux... Après, c'est une autre logique aussi. Mhm. Ils faisaient exprès de recruter ces personnes en sachant qu'ils allaient quand même les virer ou c'était juste ça venait d'en haut? Ça venait d'en haut. Ok. En fait, ce sont des informations que toi, quand tu te concentres sur la banque centrale, Ouais. la banque centrale, en fait, c'est elle qui gère la stabilité de l'économie, donc la stabilité de la monnaie. Quand la banque centrale augmente les taux, ça a un impact sur tout le monde. Et principalement les entreprises qui sont crédit dépendants. Ouais. Et les entreprises crédit dépendantes, c'est généralement des entreprises tech, des entreprises qui ont tendance à ouvrir des nouveaux magasins, des trucs comme ça. Et donc, là où nous, on se trouvait, c'était dans un milieu où mes collègues me disaient, les gars, je veux quitter mon travail. Je disais, les gars, mort sur ta chic. Parce que si tu vas dans une nouvelle entreprise, même si tu es engagé maintenant, tu feras partie des premières personnes qui vont virer. Parce que les taux, là, ils sont en train d'augmenter. Et c'était drastique. Ça a été la période où, en fait, les taux n'ont jamais été aussi hauts. Et ça a été historique au final. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu en Europe. Et en effet, toutes ces personnes-là, hein, ils ont été virés. Mais en fait, pourquoi restaurer la confiance en fait? Parce qu'ici, je vois que ta vision, c'est de restaurer la confiance, la sagesse dans la gestion du capital en unissant clarté, discipline et foi. Pourquoi? Waouh. Tu sais que j'ai réalisé que depuis on parle, on n'a même pas parlé une fois de Kyle Invest au final. Absolument, ouais. Mais Mon rôle, c'est de te ramener dans le sujet. Merci. Mais parce que mon prof en économie, donc j'ai continué quand même les études. Hein. J'ai pas fait médecine, mais j'ai fait financial market, donc marché financier. Il nous a posé une question. La question, c'était, à votre avis, pourquoi est-ce qu'une personne a plus confiance en son médecin qu'en son banquier ou son conseiller financier? Pourquoi? Et la réponse, en fait, était très simple. C'est que le médecin, il jure sur la Constitution ou sur son honneur de toujours aller dans l'avantage du client. Ce n'est pas le cas pour ton conseiller financier, ce n'est pas le cas pour ton banquier. Okay. Et je trouvais ça très intéressant parce qu'en effet, c'est ce qu'on a vu durant plusieurs crises, notamment les subprimes, où ton conseiller, ton banquier pouvait te conseiller d'investir dans X, Y, Z. Tu investissais, c'était peut-être vrai pendant quelques semaines. Et si dans 3 mois, c'est pas vrai, ce n'est pas son problème en fait, parce qu'il t'a quand même bien conseillé, parce que ça a fonctionné pendant quelques semaines. Ce même conseiller peut te conseiller d'investir dans différents types d'actifs, et dans 3 mois, il ne travaille plus là-bas. Le problème, c'est ton problème. C'est plus le sien. Et quand j'ai compris cela, concernant Kyle Invest, on s'est vraiment dit que le but, c'était de restaurer cette confiance-là. Et de se dire en fait que tu peux avoir confiance en ton conseiller financier. Tu dois avoir confiance en ton conseiller financier. Et c'est important, on va dire, de restaurer cette confiance-là, restaurer cette lumière et de se dire en fait, j'ai pas envie simplement d'apprendre des informations qui sont vraies que sur une période de 6 mois. Et où est la place de la foi dans ça? La foi, c'est long terme. Ah, ok. La foi, c'est long terme. Et c'est ça, en fait, c'est que je ne comprenais pas comment est-ce que tu pouvais, entre guillemets, rentrer dans un milieu. Là, on te donne des informations qui sont vraies que pour 6 mois. Par exemple, on va dire, achète le Bitcoin. Ou achète Apple. Achète des cryptos. Et tu le fais. Gloire à Dieu, ça fonctionne pendant 1 an. Tu rentres dans un autre cycle économique, ça ne fonctionne plus. Ce qui n'était important pour nous, en fait, c'est de se dire, en fait, tu dois te baser sur des principes qui sont clairs, mais surtout solides. De la même manière que moi, je peux avoir confiance en la parole, en Dieu, parce qu'il y a des principes, en fait, qui fonctionnent. Quand on parle de la dîme, on sait pourquoi on parle de la dîme. Quand on parle de Joseph, donc les 7 années d'abondance et cette année de sécheresse, au-delà de t'apporter ce cycle, Dieu, à travers sa parole, nous donne une technique qui est que pendant ces 7 années d'abondance, prends 20%. Investi. Mets de côté. Épargne. Exactement. Mets de côté afin de pouvoir solidifier ça pendant les périodes de sécheresse. Et je me suis dit, en fait, ce n'est pas seulement les cycles qui nous a donné, c'est également la méthode. Et selon moi, c'était ça. C'est de se dire, comment est-ce qu'on peut trouver des principes clés qui fonctionnent depuis des millénaires, des règles, tout simplement, des principes qui fonctionnent à travers les marchés financiers et qui te permettraient, en fait, de faire ce que toi, tu fais sur le long terme. Parce que sa parole ne revient pas à lui avant d'avoir été effective.
Et qu'encore une fois, de la même manière que j'ai confiance en Dieu parce qu'il est stable, apporter, on va dire, la sagesse de Dieu à travers un marché, à travers un domaine qui est du coup l'investissement, qui lui est instable. C'était ça en fait qu'on voulait faire à travers Kyle Invest, et c'est ça en fait apporter cette clarté et cette confiance, de se dire, pas avoir confiance en nous, c'est pas le but, avoir confiance en ce que lui dit par rapport à sa parole. Il y a je vais te montrer un truc. Super. Ça prend la référence biblique. On en a besoin. Dis le titre de la page que tu vois en dessous de ce verset-là. Le titre de la page, le risque zéro n'existe pas. Ou non, tu veux dire le titre, le 11. Oui, oui. Le risque zéro n'existe pas. Ecclésiaste chapitre 10, verset 8. Tu sais, quand j'ai lu ça, j'ai secoué ma Bible. J'ai dit, mais ça, c'est quelle version, ça? Ouais. J'ai dit, ça, c'est quelle version, ça? Ça, c'est... Faut vérifier. Ça, c'est 2021 ou c'est comment? Mais en fait, ça m'a choqué. Version de l'économiste. Vraiment, version... En plus, c'est la version Summer. Ah, j'aime bien la version Summer. Mais pareil. Et moi, en fait, ça m'a touché parce que je réalise que beaucoup de personnes dans le domaine, et quand je te parle de beaucoup de personnes, peut-être que j'extrapole encore une fois, hein, mais pas mal de personnes qui me parlaient d'investissement, de la raison pour laquelle ils n'investissaient pas, c'était parce que c'était trop risqué. Ouais. Ah ouais, mais non, mais c'est risqué, moi j'aime pas trop le risque, j'ai pas envie de... Ok, d'accord, pas de souci. Mais la Bible elle-même dit que le risque zéro n'existe pas. Alors pourquoi est-ce que tu cherches quelque chose qui n'existe pas? Pourquoi est-ce que tu essaies de baser tes finances sur quelque chose qui n'existe pas? Pourquoi est-ce que tu littéralement impactes tes ambitions par rapport à quelque chose qui n'existe pas? Et ça m'a touché parce que je me suis dit, il y a tellement d'informations, de fausses idées qu'on reçoit par rapport à l'argent, par rapport à l'investissement, par rapport à plein de choses. La parabole des talents. Il y a une version dans la parabole des talents qui dit que chacun reçoit un nombre X de lingots d'or. Et qu'au retour du coup du maître, il demande des comptes. Il y en a un qui a réussi à multiplier, content. L'autre a réussi à multiplier, content. Et il y en a un qui, à la place de multiplier, l'a mis dans la terre pour X, Y raison. Il a enterré son argent. Il a enterré du coup son lingot d'or. Et la réponse m'a vraiment frappé, qui était du coup, dans la version dont je l'avais lu, tu aurais pu le mettre à la banque et générer des intérêts. Ça, même là, j'aurais été content. Et je me suis dit, hein? Même là, j'ai secoué ma Bible, j'ai dit, mais ça, c'est quelle version, encore une fois? On parle d'intérêt, on parle de banque. Et je me dis, là où, à la base des bases, plusieurs étaient réticents par rapport à ce domaine-là, parce que c'est trop risqué, oui, mais non, c'est pas biblique, ou quoi. Ça l'est. J'ai même un sage, une personne que je connais, qui me dit, mais tu sais que Dieu parle plus d'argent que du diable dans la Bible. Je me suis dit, la volonté de Dieu, c'est qu'on soit tous dans l'abondance. Exactement. Et je me suis dit, mais toi, tu crois plus en quelque chose. On va dire que ton focus est plus sur quelque chose qui est même moindre, enfin, à un degré minime mentionné dans la Bible, que quelque chose, entre guillemets, qui est littéralement partout. Et une autre chose qui m'a vraiment frappé, pourquoi Kyle Invest aussi, pourquoi c'est l'approche qu'on a voulu prendre, pourquoi c'est dans la Bible qu'on a voulu aller chercher nos principes sur lesquels on se basait pour nos investissements et notre manière d'investir, c'est parce que je me suis dit, mais comment ça se fait que il y a le, comment on dit en français, il y a le... You can say it in English. Yeah, even in English, it's gonna be complicated. Mais genre, on dit toujours, péjorativement parlant, que le peuple d'Israël, donc les Juifs, font énormément d'argent. Et ça, de génération en génération. Ah ouais, c'est connu. Ça veut dire que depuis la nuit des temps, ils avaient toujours de l'argent. Depuis la nuit des temps. Même récemment, avec ce qui s'est passé malheureusement avec l'Holocauste, ils avaient de l'or. Toujours sur eux, ils avaient de l'argent. Et je me suis dit, mais c'est bizarre quand même qu'on ait littéralement un livre en commun avec ces personnes-là, mais que la réputation n'a pas la même réputation. Les chrétiens, malheureusement, on est réputés pour pas spécialement avoir beaucoup de sous, mais le peuple d'Israël, eux, c'est eux qui gèrent les banques, c'est eux qui sont à la tête de mouvements financiers, c'est eux qui ont aussi, un des plus gros scams qui était malheureusement Bernard Madoff. Bernard Madoff, exactement. Mais encore une fois, on veut dire, au niveau de l'argent, ils sont smart. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui nous lie à ces personnes-là? La Genèse. Et je me dis,
C'est vrai qu'on a le même livre à ce niveau-là, même d'autres livres aussi, hein, mais principalement la Genèse m'a intéressé parce que c'est le début de toute chose. Et je me suis dit, si j'arrive à comprendre les clés qui sont dans ce livre-là, dans lequel nous avons en commun, et que je peux allier, on va dire, cette vérité-là par rapport à mes investissements, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Un principe que tu crois en Dieu ou tu ne crois pas en Dieu, vu que Dieu est fidèle, ça va toujours fonctionner. C'est pour ça que tu as des personnes, encore une fois, qui sont même pas chrétiennes, mais réussissent. Pourquoi? Parce qu'ils appliquent des principes. Et si tu fais ça, plus ça, et que ça apporte du résultat, c'est grâce, encore une fois, grâce au principe de Dieu, encore une fois. Tu peux l'appeler comme tu veux. Tu peux appeler ça la loi de l'attraction, tu peux appeler ça comme tu veux, mais la loi de l'attraction, c'est tout simplement le fait que ta parole a de la valeur, ta parole a du pouvoir. Et que là où se focalise, on va dire, ton attention, c'est là également que tu vas récolter les grâces par rapport à ça. Mais c'est là. Et je me suis dit, en fait, pourquoi aller chercher des stratégies nouvelles dans des lieux que je ne connais pas alors que tout est dans la Bible? Et c'est ça qu'on a voulu faire. On s'est dit, tu sais quoi, Kyle, les marchés financiers, c'est instable. Oui. Qu'est-ce qui stabilise les choses? Qu'est-ce qui est stable assez depuis des générations? Dieu, la parole. Quand tu fais, tu es sûr d'avoir, encore une fois, par rapport à ça. Et je me suis dit, avec Alex, du coup, le cofondateur de Kyle Invest, que si on arrive à rapporter des principes bibliques par rapport à nos investissements, ça apporterait cette stabilité-là. Et que les personnes, en fait, ne nous suivent pas parce qu'on est Kyle et Alex. Ils nous suivent parce qu'encore une fois, ils savent que quand on leur dit, les gars, il faut faire ça, ils savent aller vérifier ce principe dans un livre qu'on a tous généralement à la maison. Donc, c'est ça.